Novembre 2016, l'ONG SCAFPRO Recherche Océanographique s'envole des Philippines, direction le Sénégal, pour une nouvelle mission, la création d'un programme inédit de récifs artificiels dans le delta du Siné Saloum. Escale à Addis Abeba, en Éthiopie. Arrivé à Dakar, 28 heures plus tard, où nous attend la délégation du conseil départemental de Foundiougne, qui est à l'origine du projet, en relation avec le conseil départemental de la Gironde, dans le cadre de la coopération décentralisée. 6 heures de sommeil, et nous reprenons la route du bureau des aires marines protégées pour rencontrer les acteurs du projet. Président du conseil régional de Fatick. Je suis un enseignant à la retraite et un parlementaire à la retraite. Oundar Fall, le secrétaire général du conseil départemental de Foundiougne. Moi, c'est colonel Abdoulaye Diop, je suis le directeur des aires marines communautaires. Et à cela, il y a aussi le parc national du delta du Saloum. Et l'ensemble du delta du Saloum est érigé réserve de biosphère et aussi est zone humide d'importance internationale et site culturel du patrimoine mondial. Pour ne pas dire, faire partie également du réseau des 7 plus belles baies du monde. Je suis ingénieur agricole, je m'occupe de closerie et de culture marine et je me suis spécialisé en travaillant avec Jean-François dans les récifs artificiels que je fais depuis 40 ans. Le machin, et ça marche super bien. L'idée aussi, c'est d'avoir aussi des matériaux qui tiennent la route. Mais voilà, où placer un programme de récifs artificiels dans le Siné Saloum? Plusieurs zones sont explorées en fonction des paramètres bathymétriques et sédimentaires. Nous partons en direction de l'archipel du Saloum, rejoindre la ville de Foundiougne. Une nouvelle réunion de concertation nous attend. Loin des tribulations de Dakar, nous découvrons le calme d'un Sénégal authentique. Alors, monsieur Jeff et Dominique, vous avez ici devant vous des partenaires avec qui vous allez échanger pour voir vraiment comment est-ce qu'on va mettre en œuvre les récifs là, nos récifs artificiels. À son heure. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on parle de la raréfaction de l'espèce. Donc il faut absolument qu'on trouve des solutions pour pallier ces difficultés. De venir vous aider, et en même temps un petit peu de nous aider. C'est un échange, je pense, gagnant-gagnant. Il semblerait que dans les îles, il y ait une population qui se maintienne. Ce qui est loin d'être le cas dans les autres zones rurales du Sénégal, comme c'est le cas d'ailleurs dans les zones rurales en France. Somone et Palmarin, c'est dans le département de Foundiougne. Somone n'est pas, Palmarin c'est le département de Fatick, je crois. Et Somone c'est le département de Mbour. Il y a l'île aux oiseaux, et les oiseaux ici, là-bas. Ce qui est rouge, le rouge c'est parce que ça doit être intégralement protégé. Préparation de la logistique de plongée. Nouvelle concertation sur les différentes zones d'immersion avec le Bureau des aires marines protégées. Un jour et demi plus tard, après notre arrivée à Dakar, nous partons pour Djirnda pour rentrer dans le vif du sujet. Trois heures de pirogue et nous arrivons à notre destination finale, Djirnda, une île enclavée où les seuls revenus viennent de la pêche et d'un écotourisme en développement. C'est ici que nous allons développer la phase 1, qui est l'introduction du programme. Après avoir rencontré les acteurs de poids du projet de Dakar pour cerner les besoins, les problèmes, il faut expliquer les enjeux et retombées économiques et expliquer collectivement toutes les possibilités que peuvent apporter un programme de récifs artificiels à la région. Nous allons créer une équipe dirigeante locale qui sera à même de gérer seule et développer un projet. Elle va être formée par SCAFPRO France aux techniques de fabrication et d'immersion, aux exigences, aux contraintes, à l'histoire des récifs artificiels et même à la plongée scientifique, grâce à l'aide précieuse des aires marines protégées. Nouvelle réunion à la mairie de Djirnda
pour expliquer le projet aux habitants et chefs de village voisins. Les îles du Saloum sont situées dans une zone entièrement plate qui s'élève à moins de 5 mètres d'altitude. L'aire marine protégée du Gandoul couvre une superficie d'environ 115 732 hectares. Les programmes de récifs proposés par l'ONG peuvent répondre aussi bien à des besoins écologiques comme la revitalisation sous-marine, des besoins économiques comme la création de ressources marines, le développement de l'écotourisme sous-marin ou bien encore à des problèmes d'érosion et proposer des aspects liés à la formation scientifique de biologistes marins. Nous allons maintenant effectuer des recherches de sites favorables à l'implantation du projet. Cette question demande une bonne connaissance géographique, bathymétrique et géologique de la zone concernée. Pour un programme de récif artificiel, nous préconisons le respect de plusieurs paramètres. Nous rechercherons des zones de sable en pente douce, c'est-à-dire que nous éviterons toute zone de vase et de pente supérieure à 20 degrés. Nous rechercherons un léger courant traversant la zone pour l'apport de nutriments, pas trop fort, pour assurer au module une stabilité, une profondeur dépassant les 10 mètres et, chose que nous n'avons pas trouvée, une turbidité de l'eau faible. Nous effectuerons ainsi une dizaine de plongées entre Saint-Gomard et Djanda, pour finalement trouver la meilleure zone à Djanda, entre deux mangroves sur un fond sableux coquillé pour une profondeur de 11 mètres. La zone étant repérée, nous allons construire et faire un test de différents modules. Des modules en bois d'acacia très lourds, servant généralement pour la construction traditionnelle des cases, sur le principe même de notre programme aux Philippines, donnant de préférence aux techniques locales. Pour cela, nous ferons appel à plusieurs charpentiers. L'équipe a opté pour la construction de 3 structures pyramidales d'une centaine de kilos, offrant par leur forme un abri idéal pour les poissons juvéniles semi-pélagiques. Nous remarquerons un formidable esprit de solidarité, car si nous embauchons 3 hommes, ceux-ci partageront leur travail dans la bonne humeur avec d'autres ouvriers moins expérimentés dans ce type de construction. Ainsi, le village de Djanda va commencer à découvrir et se passionner pour l'aventure de l'écologie productive des récifs artificiels. Nous allons tester des récifs tapis de sol pour des poissons benthiques à base de bois d'eucalyptus. Tandis que Sékou, un de nos candidats à la formation de plongeurs, nous prépare l'indispensable thé vert sénégalais, nous allons faire ce coup-ci appel à des maçons. Nous allons tester des récifs en fibre de verre, un concept de Dominique Bordessus, utilisé dans nos programmes européens. Le récif Hérisson, testé de 75 kg de béton, est un récif de 3e génération. Il allie protection et productivité par sa grande capacité à attirer des larves de crustacés, mollusques, hydrozoaires qui entreront plus tard dans la chaîne alimentaire. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de la phase 1, l'immersion des modules. Après avoir trouvé une pirogue capable de supporter le poids du récif, nous allons embarquer nos 10 modules, direction la zone d'immersion, à 300 mètres du village. Un par un, ils seront immergés et tous balisés pour pouvoir les retrouver d'ici 7 mois et les identifier dans notre prochaine mission. Cette mission, ou phase 2, sera composée des études océanographiques de la zone, des études socio-économiques du village de Djanda, des études techniques de fabrication à grande échelle des récifs, des études liées à la juridiction des immersions de récifs artificiels au Sénégal et aussi de la formation de 3 plongeurs sénégalais pour le développement d'autres programmes dans le Ciné Saloum. « 15 juin 2017. L'équipe de l'ONG SCAF-Pro se rend de nouveau au Sénégal pour réaliser la phase 2 de la mission Drywood. Comment les récifs tests ont évolué? La population locale est-elle autant motivée et dynamique? Comment le projet va être perçu? C'est ce que nous allons voir maintenant.
Après quelques heures de vol et une courte nuit, nous voici à Dakar, le point de départ de notre deuxième mission. Nous arrivons en pleine manifestation. L'atmosphère est quelque peu menaçante, mais nous n'avons pas le temps de nous y attarder, chaque seconde compte. Point maintenant important, après avoir retrouvé l'équipe politique du conseil départemental de Foundiougne, dans la joie et la bonne humeur, nous devons récupérer le matériel de plongée, censé être arrivé depuis le port du Havre au port de Dakar. Le trajet a duré presque un mois. Heureusement, celui-ci est bien arrivé. Nous le changeons, puis, sans tarder, nous partons sur Foundiougne. Comme en novembre dernier, nous ressentons la même impression de calme et de tranquillité. Plus nous nous éloignons de Dakar. Jacques Respeau, Conseil général de la Gironde. Bonjour Jacques. Qu'est-ce que fait le Conseil général de la Gironde au Sénégal? Nous sommes allés avec le département de Foundiougne, parce que le département de Foundiougne a des caractéristiques qui sont quasiment identiques à la Gironde. Il y a de longues côtes, il y a une zone rurale qui est très importante, il y a un certain nombre de problèmes qui sont communs, et donc ça nous permet d'avoir à la fois des caractéristiques communes entre le département de Foundiougne et le département de la Gironde, et à partir de là d'avoir des actions communes. Alors, une des actions communes, ce que nous avons voulu développer dans ce département de Foundiougne, c'est l'écotourisme, un développement, je dirais, harmonieux de ce site. C'est pour ça que nous avons foncé avec vous, avec également le parc régional de Gascogne, pour essayer de développer un écotourisme sur le secteur. Il n'y avait plus de poissons. Vous avez créé des récifs pour ramener du poisson. À partir du poisson, il y a des oiseaux qui reviennent. À partir des oiseaux, des poissons, il y a des touristes qui reviennent. Il y a donc toute une économie qui est en train de repartir sur le secteur. Et je crois que c'est un enrichissement très important pour ce secteur. Mais c'est aussi valable pour nous. On connaît les problèmes de la côte océane sur la Gironde. Et nous pouvons, à partir des recettes que nous tirerons au Sénégal, avoir des recettes également pour notre côte aquitaine, qui en a bien besoin. Donc Dominique, comme prévu, ça y est, nous avons la réponse du ministère des Affaires étrangères française. Côté sénégalais, c'est OK, le projet est labellisé, Scafo vient de partir, et maintenant on attend que tu nous donnes tes dates, que tu nous dises un peu pour qu'on annonce ta venue. Puis tu nous dises, tu en es où avec la fibre de verre pour nos fameux récifs? Eh bien, pour les dates, eh bien, je pense que avec cette bonne nouvelle, je vais pouvoir prendre mon billet et je partirai donc le 5, je crois. Et j'ai traité tous les problèmes de matériaux. Bon, ça c'est traité et ça va être en voie d'expédition pour le Sénégal. Donc, et nous, avec Guillaume, on s'arrange avec le secrétaire général à Foundiougne pour qu'il n'y ait aucun problème à la douane et que voilà, ce soit transparent et que la fibre vous soit bien délivrée et arrive sur site. C'est peut-être une autre aventure. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore que nous découvrirons ces merveilles, cette vie richissime, fixée et vivant sur les récifs test que nous avons coulés en novembre dernier. Nous arrivons à Foundiougne, le trajet est le même que l'an dernier. Nous nous documenterons par la suite et apprendrons que Foundiougne est une des plus anciennes communes du Sénégal. Elle a été fondée en 1917. Grâce à sa position stratégique sur le Siné Saloum, liée à sa proximité de l'océan notamment, elle est un important port de commerce. Foundiougne est située à près de 5000 km de Bordeaux à vol d'oiseau. Conseil départemental dina am résultat yu assurer la pérennité pour le futur et de futures générations. Nous achetons du matériel à Foundiougne qui nous servira pour la mission. Il faut que nous soyons les plus efficaces possibles. Djanda se situe à 2 heures de pirogue de Foundiougne. Nous n'avons pas de temps à perdre, même si nous devrons y retourner quelques fois au cours de la mission pour du matériel ou pour régler des points administratifs. Nous voici de retour à Djanda. Nous retrouvons une équipe motivée, un calme authentique et l'arbre magique d'Afrique, le baobab. Rapidement, nous nous mettons au travail. Il va falloir tout d'abord lancer la production des récifs.
Avant cela, laissons un petit temps de pause pour la présentation de ce fabuleux delta du Ciné Saloum. Jean-Christophe Ruffin, médecin, historien, écrivain et diplomate français, a dit « Le Ciné Saloum est un lieu hybride, ni terre ni mer, un continent improbable où la végétation et l'eau sont en osmose directe, comme affranchis du poids inutile de la roche, de l'humus et du sable. Rien n'est achevé dans ce delta et surtout pas la nature. Tout évoque l'aube des temps, le surgissement de la vie, le chaos d'une création si parfaite qu'elle ne pourra durer longtemps dans cet état subtil, indéterminé, fragilement passible. Vous l'avez sans doute remarqué, le biotope du Ciné Saloum est constitué de beaucoup de palétuviers, seuls arbres capables de pousser les racines dans l'eau salée. Ils font partie d'un écosystème que l'on nomme la mangrove. Les palétuviers, de par leur système racinaire complexe, apportent aux poissons une véritable nurserie qui y trouve un abri pour grandir à l'abri des prédateurs. Ils y trouvent également de la nourriture collée aux racines. C'est aussi le lieu de vie de ce crabe violoniste qui creuse ses terriers près de ses arbres. Il y trouve refuge et le palétuvier est également gagnant en creusant dans la vase. Le crabe violoniste permet l'aération du sol qui profite ainsi au palétuvier. C'est aussi le lieu de vie privilégié par le lamentin qui y broute les jeunes feuilles de palétuvier. Les mangroves côtières sont aussi un reposoir et un lieu de nidification pour un bon nombre d'espèces d'oiseaux, comme ici ce pélican venu sécher ses ailes dans le village. Concernant le climat, il y a deux saisons. La saison sèche, qui s'étend d'octobre à mai, et l'hivernage, la saison des pluies, qui rythme le reste de l'année. Paradoxalement, c'est durant cette saison qu'il fait le plus chaud. Les températures dépassent les 40 degrés et l'air est difficilement respirable du fait de l'humidité. Il y a le plus souvent un orage par jour qui rafraîchit bien l'atmosphère. 3 jours après notre arrivée, le temps de tout mettre en place, nous partons plonger. Moment tant attendu qui définira le reste de notre mission. Comment les récifs coulés en janvier dernier ont-ils évolué? Moment d'intense émotion. Nous découvrons des récifs pleins de vie, colonisés par diverses algues et éponges, des poissons qui vivent au sein même des récifs. Instant magique qui restera gravé dans nos esprits. Observons en silence ce moment merveilleux. Le temps de bien observer tous ces récifs, nous remontons sans mots. Seul un grand sourire se dessine sur nos visages. Nous pouvons maintenant lancer le programme de récifs artificiels. Nous délimitons d'abord la zone qui mesurera 2500 m². Nous recrutons les mêmes maçons que l'an dernier, mais l'équipe s'agrandit. Tous motivés, ils construiront pas moins de 100 récifs que nous devrons concevoir et couler dans l'espace de 4 semaines seulement. Un réel défi dans ces conditions de chaleur difficilement supportables. Le chantier avance rapidement. Les travailleurs sont efficaces. 5 différents types de modules seront immergés. Des pyramides courtes, longues, des équerres, des parallélépipèdes et des récifs nurseries. Ils ont tous été réfléchis par Dominique Bordessus, notre ingénieur. Chacun d'entre eux ont une fonction différente, s'adressant spécialement à une fonction recherchée par une espèce de poisson ou crustacé. Pendant que le chantier avance, nous nous affairons à la réalisation du point zéro biologique. Autrement dit, nous allons explorer notre zone balisée et noter les diverses espèces présentes. Cela servira d'outil de comparaison pour plus tard, une fois les récifs coulés, pouvoir faire part des différences avant les récifs et après les récifs.
Nous notons chacune de nos observations directement en plongée, puis recherchons sur nos livres d'identification les espèces que nous rencontrons. Ce travail est réalisé en suivant un protocole scientifique. Nous quadrillons la zone, puis explorons ligne par ligne. Cela nous a également permis de réaliser la topographie, l'étude des profondeurs de la zone. Nous ne trouvons pas une grande diversité ni concentration d'espèces. Seules quelques éponges, algues, gorgones et quelques poissons sont présents. Cependant, le yet, nom local donné à ce gastéropode d'une quinzaine de centimètres, que nous avons croisé à de nombreuses reprises. Séquence émotion. Cet animal n'avait jusqu'ici jamais été filmé dans son biotope naturel. Une autre partie de la phase 2, réalisée par Dominique, consiste en l'étude économique, sociale et juridique de Djironda. Bonjour Monsieur Ibn Moussa, vous êtes et vous êtes pêcheur et surtout à Djironda. Depuis quand vous faites la pêche? Depuis presque 25 ans. 25 ans, oui. Et vous vivez bien de la pêche. Donc vous avez une pêche spécialisée dans le salé. Non. Et notre pêche va à l'océan pour chercher du bon poisson. Donc on est arrivé près Frédéric, des pirogues, la petite qui pêche au Djironda, dans le Bolan, et avec le Igolal, le fameux filet qui prend du gros poisson. Autre point important de notre venue ici, la formation de 3 plongeurs locaux à la plongée d'abord, puis à la plongée scientifique. Partie assez complexe, puisque un d'entre eux ne savait pas nager. Nous les avons envoyés se former à la plongée au club de l'Océanium de Dakar durant une semaine, puis à leur retour, nous les avons initiés à la plongée scientifique basique. Le but étant qu'ils puissent, dans quelque temps, réaliser le suivi de ces récifs seuls et pourquoi pas étendre le programme des récifs aux villages voisins. À une semaine de notre départ, nous passons maintenant à l'immersion des 95 modules construits. Moment important de notre mission, tout le village se met à l'œuvre pour nous aider à la concrétisation de ce projet. Nous nous servons des moyens de transport locaux pour déplacer les modules. Nous précisons que les animaux sont respectés pour cette tâche. Il nous aura fallu plus de 2 jours pour tous les couler, chaque récif pesant environ 50 kg. Nous allons ensuite nous assurer du bon état des récifs alors immergés. Ils ont en effet été lâchés sur plus de 11 mètres de fond. Ils sont bien arrivés. Nous passerons les derniers jours à les relier entre eux pour les retrouver facilement lors d'une future mission. Certains gobies sont déjà curieux. Le programme a apporté à ce jour de nombreuses informations, tant sur le plan scientifique que sur l'aspect technique et sociologique. En effet, il s'agit d'une première en termes de plongée scientifique sur cette zone du Sini Saloum. La mission apparaît difficile car nous avons fait les repérages de zones sous-marines en cause. Le lit du Sini Saloum est essentiellement vaseux et l'eau turpide sur les échantillons de zones sélectionnées en fonction d'abord de leur profondeur. Cependant, cette mission montre aussi sur le plan scientifique qu'il existe au sein du Sini Saloum des zones qui échappent à ces caractéristiques. L'essentiel du Sini Saloum est un écosystème de mangroves présentant un biotope vaseux, mais nous avons constaté qu'il existe des zones formées par un biotope sableux, coquilleux
donnant un écosystème différent et surtout plus riche en biodiversité. Sur le plan technique, cette mission a permis de connaître les possibilités de fabrication locale et leurs coûts de production. Notre ONG travaillant également aux Philippines, nous pouvons donc comparer les chiffres. Nous sommes sensiblement sur les mêmes prix tout en utilisant des formes et des matériaux différents. Nous restons sur une moyenne de 25 € en coût de fabrication pour un module de 1,5 m construit et immergé. Sur le volet juridique, nous avons une très grande chance de travailler avec les aires marines protégées qui ont donné le cadre légal du programme. Nous avons rencontré des agents d'une grande qualité professionnelle. Cette relation ONG, département, État est très prometteur pour la région. En conclusion, nous donnons un avis favorable sur la continuité du projet. En effet, la grande mobilisation du village et des pêcheurs locaux et des agents AMP montre une précieuse synergie rarement rencontrée dans d'autres missions.